Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Suite à l'appel lancé par l'ex-président Boni Yayi le 26 octobre 2023 sur sa page Facebook à s'engager dans une campagne de sensibilisation contre l'orientation sexuelle de la communauté LGBTQ, Luc Agblacou, président de Hirondelle Club International Bénin, a donné de la voix pour fustiger les propos de l'ancien chef d'État. On en parle dans cette édition. Le Bénin affiche désormais des capacités en production énergétique propices aux investissements. Ces investissements sont destinés à satisfaire la demande des ménages ainsi que les besoins des chantiers d'industrialisation et de l'agro-industrie. Plus de précisions dans ce journal. Abandonnés à leur sort depuis plus de 2 mois, les chauffeurs de camions bloqués à la frontière de Malanville traversent des moments compliqués. Ils appellent les bonnes volontés au secours. Une équipe de la rédaction de Canal 3 est allée toucher du doigt la réalité dans les communes de Candy et de Malanville. On fait le point dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. La communauté lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer et intersexe a répondu suite à l'appel lancé par l'ex-président Boni Yayi le 26 octobre 2023 sur sa page Facebook à s'engager dans une campagne de sensibilisation contre l'orientation sexuelle de cette communauté. Par la voix du président de Hirondelle Club International Bénin, Luc Agblacou, ce club a estimé que Boni Yayi a manqué de sagesse dans ses propos. Des propos qui, selon Luc Agblacou, pourraient mettre la vie des LGBTQ en danger. Il faut aller à l'école de la sagesse quand on est un ancien président, recommande Luc Agblacou, président de l'Association de défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers et intersexes. Le parti Bloc républicain hôte depuis ce mardi d'une délégation du Parti communiste chinois. Cette rencontre à Cotonou fait suite à une visite en Chine des ténors du Parti républicain à Cotonou. Les deux partis politiques tentent de renforcer leur coopération. Quelles sont les perspectives dans ce sujet? Éléments de réponse dans ce reportage. La coopération de plus en plus sincère et manifeste entre le Bénin et la Chine impacte aussi l'échiquier politique national. Une délégation du Parti communiste chinois est à Cotonou en visite de travail de 2 jours après l'épisode de découverte de cette formation centenaire de Chine par la partie béninoise. Fort de l'état actuel des relations entre les deux pays et au vu des différents événements ayant marqué dernièrement la diplomatie sino-béninoise, cette descente au bloc républicain relève de l'ordre normal de déroulement d'un agenda de partenariat fructueux. Cette délégation a pour l'objectif de promouvoir l'aboutissement des consensus aboutis par les deux chefs d'État, M. Patrice Talon et M. Xi Jinping,
pour renforcer davantage les échanges entre partis politiques sino-béninois. Donc le Bénin est un partenaire très important dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Depuis plus de 50 ans, les relations entre nos deux pays ont été marquées par une sincérité et une amitié très importante. Et nous restons toujours pour le principe de traitement égal et sincérité. Sur le plan politique, il était question donc de réchauffer un peu le partenariat qui existe entre le Parti communiste de la Chine et notre parti, le Bloc républicain. Donc nous avons déjà fait une visite de travail avec un certain nombre de cadres en Chine. Donc en retour, la délégation a été envoyée ici au Bénin pour rencontrer les partis politiques, surtout les deux partis politiques soutenant les actions du chef de l'État, c'est Patrice Talon, l'UP et puis le Bloc républicain. C'est un moment de transfert de compétences. Le Bloc républicain entend profiter de l'expérience du Parti communiste chinois en termes de formation au militantisme de qualité. Les avancées technologiques du PCC en matière d'information et de communication politique retiennent également l'attention de la partie béninoise. Le BR souhaite profiter de ce partage d'expérience. Une visite de travail est en train de se peaufiner pour qu'une délégation du parti puisse aller là-bas sur la question de la formation des formateurs pour former donc un certain nombre de cadres du parti, le BR, pour qu'ils puissent revenir à leur tour former nos militants à la base. Parce qu'un parti, c'est d'abord la discipline ne vient que de la formation. Nous allons former donc nos militants pour un militantisme de succès pour notre parti. Donc en dehors de ça, il y a la question maintenant de l'information et de la communication. Vous savez, la Chine est un des pays phares en matière de communication, de nouvelles technologies aujourd'hui. Les deux parties s'offrent mutuellement des présents symboliques au détour de la séance de travail ayant sanctionné cette visite. Un signe qui témoigne de la vitalité qui caractérise ce partenariat de taille entre les deux formations politiques. Le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF, organisé à Cotonou du 11 au 14 octobre dernier, a offert l'occasion d'explorer le potentiel de la culture comme source de développement économique. Le dossier économique de la rédaction de l'ERTB s'est intéressé au sujet. Voici leur récit. Cette très belle ville de Cotonou aussi restera gravée dans les très très beaux moments de notre Association internationale des maires francophones. Cotonou, métropole économique en pleine mutation, accueille du 11 au 14 octobre 2023 une forte représentation des élus communaux francophones dans le cadre de la 43e édition des Assises de l'Association internationale des maires francophones. Au cœur des travaux, l'art et les cultures urbaines, enjeux et facteurs de développement et de paix, également considérés comme des leviers de la croissance économique. Nous sommes arrivés à la conclusion que nos villes, de façon générale, doivent s'approprier la culture et l'art et doivent en faire des vecteurs donc, de mobilisation de ressources propres pour pouvoir accroître leur potentiel financier et fiscal afin donc d'assurer le développement à la base. Et cela ne s'est pas fait attendre. Au-delà des échanges, l'occasion est saisie pour des signatures de conventions de coopération entre le Bénin et différents pays d'Afrique et du monde. Il y a plusieurs fonds de l'AIMF qui sont activés. Il y a le fonds de coopération qui a débloqué plus de 6,3 millions d'euros à des villes pour des projets. Et ces projets-là, il y a des villes béninoises qui sont bénéficiaires. Il y a l'ANCB et la fêtière des communes du Togo aussi qui ont bénéficié de ces financements-là. Tous les débats qui ont été menés en panel, en plénière, tournaient autour de la création de l'emploi, de la création de la richesse, du développement économique local et aussi de l'inclusion sociale. Le panel sur l'industrie culturelle a donné aussi des idées sur le développement économique. Nous n'avons pas du pétrole, mais notre culture, notre patrimoine culturel peut représenter une source de financement de notre développement. Pour des retombées à long terme sur l'économie nationale, l'implication des acteurs de la gouvernance locale est indispensable. Le gouvernement a mis en place l'essentiel, les gros investissements. Oui, va en bénéficier, mais qu'est-ce que les maires
et les mairies, les conseils communaux vont faire après. C'est de voir comment travailler sur un peu les points critiques qui sont connectés à cette grande infrastructure pour pouvoir promouvoir l'industrie culturelle. Il faudrait opérationnaliser la loi en mettant en place un fonds culturel. Un fonds culturel touristique pour que les communes puissent vraiment prendre cette thématique à bras le corps dans leurs documents de planification au niveau local. Venus de 35 pays, plus de 500 maires et représentants d'autorités locales ont pris part à ce congrès annuel de l'AIMF. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle ont effectué cette semaine une séance de reddition de comptes avec les populations de Savay. Une rencontre organisée sur demande des citoyens de la cité des Trois Mamelles. Elle a été l'occasion de les informer sur les actions du gouvernement dans plusieurs secteurs. Les échanges ont permis également de recueillir les doléances des populations. Reportage signé Canal 3 Bénin. Pour l'occasion, l'oratrice principale avait à ses côtés son homologue de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. La rencontre tient lieu de séance de reddition de comptes. Elle est initiée sur demande des populations. Vous êtes nombreux à chercher les informations. Nous sommes là pour vous. On a d'abord voulu faire l'option de nous là, parce qu'on a pris des échantillons parmi toutes les cibles de la population. De sorte que quand c'est comme ça, on se parle entre nous, on travaille et après on se retrouve pour dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et quand on va se retrouver pour dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble, on aura suffisamment marché. En ce moment-là, on peut se retrouver encore en plein air parce qu'on aurait invité les autres populations, sera nombreux. Je pense qu'il est important que de temps à autre, nous vivions comme cela pour échanger. C'est bon pour vous, c'est bon également pour nous. Ça permet d'éviter l'intoxication. En tout cas, ça permet d'avoir la bonne information. Avec pour objectif d'éclairer l'assistance sur la vision du gouvernement, la rencontre a également permis de présenter aux invités les réalisations de l'exécutif dans la commune de Savay, du secteur de l'éducation à la microfinance et bien d'autres. Un point des projets en cours et ceux en perspective ont été exposés. Le social pour le gouvernement, ce n'est pas de donner de poissons, mais c'est d'apprendre à pêcher le poisson. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une approche progressive. On vous donne des petits crédits lorsque vous gérez bien, vous avancez sur d'autres ressources. À l'évaluation de microcrédit à l'AFIA, on s'est rendu compte qu'il y a des cibles qui n'arrivent pas à bénéficier des ressources liées au microcrédit à l'AFIA. Sur ce, il va falloir quand même leur trouver un produit qui s'adapte à leur métier, surtout le monde agricole. À ce titre, le gouvernement nous a doté de ressources pour prendre en compte cette cible-là qui n'est pas éligible au microcrédit à l'AFIA. Nous avons appelé financement des activités agricoles en milieu rural pour les paysans. La position de la population peut se résumer en une satisfaction totale. Chez nous, tant que quelque chose est déjà fait, on peut déjà espérer qu'on peut encore avoir encore plus. C'est ce pourquoi d'ailleurs la population de Savay, qui n'est pas du tout ingrate par rapport à tout ce que le gouvernement lui fait, demande encore à en avoir de plus. Nous souhaiterions avoir dans la commune de Savay une bibliothèque digne. On n'a pas de bibliothèque à Savay, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les apprenants, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Représentants des diverses couches socio-professionnelles de la commune de Savay, tête couronnée et autres invités, tous ont salué la promptitude avec laquelle les organisateurs ont répondu à la sollicitation de la communauté. Ils souhaitent que l'initiative se répète de temps en temps afin d'éviter les malcompréhensions et surtout mettre fin aux campagnes d'intoxication. Le Bénin vient une fois de plus d'être qualifié de bon élève. Il reçoit cette marque d'une délégation du Fonds monétaire international en séjour au Bénin depuis le 17 octobre 2023. Un peu plus d'une semaine de présence au Bénin pour passer en revue les résultats du dernier accord mixte, approuvé par le conseil d'administration du FMI en faveur du Bénin. Dernier acte de ce séjour, une séance de travail tenue ce jeudi avec les hauts responsables du ministère de l'économie et des finances. Des propos recueillis par l'ORTV.
Satisfecit total décerné par le FMI au gouvernement béninois à l'issue de la 3e revue sur 7 du mécanisme élargi de crédit ou facilité élargie de crédit. Les signaux sont au vert en ce qui concerne cet accord mixte approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international le 8 juillet 2022. 650 millions de dollars. Nous sommes satisfaits de la performance au titre du programme et en réalité, tous les critères quantitatifs à fin juin, vu que c'est la date de test qu'on évalue, ont été atteints et tous les repères structurels qui étaient identifiés ont été réalisés. On a un plancher pour le quantum de dépenses sociales prioritaires et ce plancher-là est systématiquement dépassé par le gouvernement dans le programme. Méthode, rigueur et transparence, une trilogie gagnante qui caractérise la gestion des ressources publiques sous la rupture. L'exécutif reste focus sur les objectifs de développement, un modèle qui séduit. La satisfaction qu'une fois de plus le Bénin marque le pas grâce au soutien du Fonds monétaire international. La facilité pour la résilience et la durabilité est un instrument nouveau et notre volonté c'est d'utiliser cet instrument pour montrer à la face du monde que le gouvernement a à cœur les enjeux climatiques qui devront être une préoccupation qu'on retrouve dans tous les secteurs. Deuxième point, c'est que ce programme-là, quand il est bien fait, la vision, la philosophie de base, c'est de pouvoir demander 75% de son accès, de son quota. Mais là, au niveau technique, nous sommes arrivés à un programme robuste qui nous permet de demander 120%. Et ça, c'est unique. Personne ne l'a encore demandé, personne ne l'a encore fait. On aurait pu faire une autre utilisation qui consiste à faire ce qu'on a déjà vu par ailleurs, c'est distribuer de l'argent et faire que les populations, la jeunesse d'aujourd'hui, reçoivent de l'argent pour quelques jours, mais se retrouvent dans un pays où il n'y a aucune opportunité, aucun espoir d'avoir un emploi, aucun espoir de pouvoir se soigner demain. Donc, c'est ça l'enjeu, quand il y a une population jeune qui est très demandeur, de faire les deux, d'apporter un besoin urgent, rapide aux populations les plus vulnérables, et nous faisons, mais également et surtout de prévoir demain. Un partenariat constructif aux résultats élogieux. Nous venons au Bénin à une fréquence qui est peut-être plus élevé que d'autres pays, c'est plutôt un signal positif. Et les perspectives sont encore plus heureuses. Et au bout de cette revue-là, le Bénin accédera à un montant de 101,59 droits de tirage spéciaux qui correspond à près de 82% de la quote-part du Bénin. L'économie béninoise fait montre de résilience avec des performances remarquables. Le rythme de mise en œuvre des réformes structurelles reste soutenu, de quoi renforcer la confiance d'un partenaire de taille comme le FMI. Le secrétaire d'État à l'énergie a entrepris ce mardi une tournée d'inspection à l'intérieur du Bénin. L'objectif est de faire l'état des lieux des installations et le point des projets en cours d'exécution. Dans l'élément qui va suivre, une équipe de la rédaction de la télévision nationale nous fait le point des étapes du plateau et du zoo. C'est une tournée de prise de contact et d'inspection à plusieurs étapes. La toute première commence par Pobé et Sakété. Ici, on souhaite que la production de l'énergie électrique soit renforcée, et ce pour diverses raisons. Parmi les 3 usines donc, de ciment du Bénin, c'est d'ici que nous alimentons 2 usines. Donc c'est quand même un poste assez stratégique. Et voilà, et ça lui a permis un peu de toucher du doigt. Donc l'importance de mettre le poste à niveau. Et d'ici aussi, nous recevons l'énergie donc produite par la centrale solaire de Fissol, qui est une centrale de 25 MW, c'est la plus importante pour le Bénin en termes donc, de centrale solaire. Et on apprend là que ça va monter jusqu'à 75 MW de production. Donc c'est ici qu'on fait l'injection de cette puissance pour entrer dans tout le réseau. Et l'énergie qu'on tire d'ici, on pourra l'utiliser aussi bien à Manaville, à Bomé, à Ouida ou à Diakotome. Du plateau, la délégation prend la direction du zoo et descend précisément à Boïkon. Le bilan
en ce qui concerne ces chantiers de transport, est tout à fait satisfaisant. C'est un projet d'une très grande ampleur, sur 2 ans et 3 ans, ce qui a été fait en si peu de temps, est colossal. On en verra les conséquences sur le système électrique dans les mois et les années à venir. C'est l'infrastructure de base qui est en train d'être construite et qui permettra d'atteindre le niveau de qualité que nous recherchons tous. Cette tournée vient annoncer une autre nouvelle en matière de disponibilité constante de l'énergie électrique au Bénin. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Bénin affiche désormais des capacités en production énergétique propices aux investissements et ceci grâce justement à des investissements massifs derrière des efforts destinés à satisfaire non seulement la demande des ménages, mais aussi et surtout les besoins des chantiers d'industrialisation et de l'agro-industrie. Voyons le tableau de bord énergétique actuel du Bénin avec la télévision nationale. L'autonomie énergétique, un chantier majeur sur lequel s'active l'actuel exécutif, avec une volonté affirmée et affichée et des résultats éloquents. Au cœur des Lulofins, petite bourgade de la commune de Pobet, la centrale solaire photovoltaïque fait des merveilles et s'impose comme le centre névralgique des énergies renouvelables au Bénin. Une réalisation pharaonique à l'actif du PAG qui fait du Bénin l'un des pionniers de la transition énergétique. 30 hectares abritent cette infrastructure d'une capacité de 25 MW crête. Plus de 39 milliards de francs CFA injectés dans la concrétisation de ce joyau. L'objectif étant de contribuer à la croissance économique du pays en améliorant la qualité du service électrique fourni. Pobet, la source à partir de laquelle plusieurs communautés du Bénin et d'ailleurs retrouvent la lumière. Et sa population me charge de transmettre ces mots de remerciement au président Patrice Talon. Un chef-d'œuvre symbole de souveraineté qui vient en complément à la centrale thermique de Maria Agleta. Un autre bijou électrique d'une capacité de 127 MW. Un véritable vecteur d'autonomie énergétique qui a essuyé les larmes de tout un peuple. On avait du mal à travailler. De toute façon, les clients n'aiment pas rester dans la chaleur. Donc, le courant s'en va, on a du mal à s'en sortir. Les clients ne sont pas à l'aise. Utilisant le courant comme outil de travail, ça nous pénalise dans tout ce que nous faisons. Le courant qui est constant maintenant, ça nous permet de travailler plus allègrement et ça nous permet de satisfaire nos clientèles. Là, je dirais un grand merci au président Talon parce qu'on a vu un énorme changement dans le Bénin. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la SBE, mais partout où on va, on constate quand même qu'il y a un énorme changement. Alors, s'il y a un président comme ça pour nous, on ne peut que lui dire merci. On lui demande beaucoup de courage afin que les travaux qu'il a enclenchés, il puisse les finir. Jouir de l'énergie électrique en continu et sans dysfonctionnement. Un rêve longtemps caressé, devenu enfin réalité. De lourds moyens sont déployés pour contrer le délestage. À Kétou, une autre centrale est aussi en construction. Toujours pour augmenter les capacités du Bénin en production d'énergie électrique. Dans le cadre de l'activité hors réseau, il y a eu un certain nombre de programmes. On vous a parlé de mini-réseaux. Il y a le projet OCEF. Alors en mégawatts, effectivement, ça paraît moins spectaculaire puisque là, je pense qu'en cumulé, on doit avoir aujourd'hui 6 mégawatts d'installés. Ceci étant, c'est surtout le nombre de milliers de personnes qui auront accès à l'électricité grâce à ce programme-là qui est important. Il y a des fois on parle en mégawatts et des fois on parle en clients. Et là, pour le hors réseau, c'est évidemment en clients que c'est important parce que ce ne sont pas des clients qui vont consommer beaucoup, mais c'est ce que ça leur apporte qui est important. Et là, c'est en dizaines de milliers. Si on cumule les mini-réseaux et le hors réseau, c'est en dizaines de milliers de personnes, de foyers supplémentaires qui ont accès à l'électricité que ça va se compter. Une révolution énergétique mise en branle, un capital énergie qui concrétise les ambitions d'un gouvernement, qui fait de la satisfaction des besoins des populations une priorité. Abandonnés à leur triste sort depuis plus de 2 mois, les chauffeurs de camions bloqués à la frontière de Malanville et les apprentis traversent des moments
compliquée. Ces derniers ont épuisé leurs provisions financières et alimentaires. Ils appellent les bonnes volontés au secours. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée toucher du doigt la réalité dans les communes de Kandi et de Malanville. Voici comment vivent ces camionneurs au bord de la route et sur certains parcs. Élément signé Canal 3 Bénin. Sous le camion, ces jeunes conducteurs préparent le repas de midi. C'est le seul repas du jour puisqu'ils sont en mode récession économique. Bloqués à la frontière de Malanville depuis un peu plus de 2 mois, ils peinent à joindre les deux bouts. Pour pouvoir trouver à manger, c'est difficile. Trouver de l'eau même. La pompe qui était ici s'est gâtée, donc on va en ville pour chercher l'eau. On marche plus de 30 minutes avant de trouver l'eau. Pour la sécurité des marchandises, comme ceci-là que tu vois, Abdel Fattah, elle fait une fada là-bas, là, jusqu'à 3 heures, on va le donner à taille. Comme il y a trop de voleurs, 13 heures pile, on peut te voler. Même maintenant, on est ici, on peut te voler là-bas. L'endroit là, c'est pas bon. La plupart du temps, on dort sur les bases. Si la pluie arrive, on rentre dans les cabines. S'il n'y a pas de pluie, on dort sur les bases. C'est parce que Escode, on ne peut pas ouvrir, regarder comment ça y est. Mais des fois, tu viens ici, là, si la pluie a tombé, et on va trouver le riz, les choses, et ça sent. Pour la plupart originaires du Bénin, du Togo, du Ghana et du Niger, ces chauffeurs de camions se sentent oubliés et abandonnés. Sans provisions et sans argent, ils sont obligés de faire de petits jobs sur place pour survivre. Des fois, on prend crédit chez les boutiquiers, des fois on débourre, des fois même on va rester avec faim, comme on n'a pas de solution. Il y a d'autres même, ils vont te réveiller 3 heures du matin. Mon frère, il faut me donner gari un peu. La plupart des apprentis que moi je connais actuellement, nous on sort au bord des routes, là où les voies sont crevées, là on essaie de remplir et les chauffeurs qui passent. Certains chauffeurs qui passent là, on les salue, certains nous donnent quelque chose, d'autres ne nous donnent rien. On a très faim, rien ne va pas, même les patrons, si tu les appelles pour dire l'argent, ils disent que si ça ne va pas, Allah aussi ne se rappelle même pas d'eux encore. Et c'est justement ce cri de détresse qui a poussé certains transporteurs à effectuer une descente sur le terrain pour constater les conditions pénibles dans lesquelles vivent ces chauffeurs et leurs apprentis. Les transporteurs leur ont apporté un peu de vivres pour les soutenir. On les remercie beaucoup. Nous aussi, on est ici. On est en train de prier, de demander Dieu que notre frère n'a qu'à faire effort, qu'ils vont ouvrir la frontière. De Kandi à Malanville, la distribution symbolique des vivres a été d'un grand réconfort pour les chauffeurs de camions et surtout pour leurs apprentis. Une opération de distribution qui n'a pas été une partie de jeu pour les donateurs. Vous l'avez suivi toute cette semaine, la descente des transporteurs à la frontière de Malanville pour constater l'état dans lequel végètent actuellement les chauffeurs et les camions. C'est une rencontre qui est sanctionnée par une assemblée générale du Sintra INAB à Kandi. Une rencontre de restitution pour mettre les transporteurs au même niveau d'information et en profiter pour adresser un plaidoyer à la CEDEAO à travers le président Patrice Talon pour une ouverture rapide des frontières avec le Niger. Les exercices de Kandi sont animés par l'Agence nationale de transport terrestre sur la gestion électronique des frets, l'une des réformes pour améliorer les conditions de travail des transporteurs. Suivons ensemble. Ils ont fait le tour de Kandi et Malanville. Ils ont touché du doigt les conditions précaires dans lesquelles vivent actuellement les conducteurs et les apprentis au bord de la route inter-État, sans oublier les marchandises qui pourrissent dans les camions bloqués au Bénin en raison de la fermeture des frontières avec le Niger. Ils se sont aussitôt réunis en assemblée générale pour débattre des questions de leur survie. Nous avons parcouru ensemble le corridor. Nous sommes allés jusqu'à Malanville vivre la réalité des conditions de vie de nos matériels de travail, de nos employés qui sont les conducteurs. Mais quand nous sommes allés, nous avons le cœur meurtri. Nous avons le cœur meurtri et
c'est la différence du Centra INAB des autres structures de défense des intérêts des transporteurs. Cette assemblée générale statutaire du Centra INAB, qui intervient dans un climat de chômage technique pour les transporteurs, dont les camions sont immobilisés depuis plus de 2 mois, est soutenue par l'Agence nationale des transports terrestres à travers la présentation de la plateforme SIG-FR, une révolution dans la gestion électronique des frais pour accompagner les transporteurs dans leur métier. Pour cette importante rencontre annuelle, le Centra INAB avait à ses côtés tous les partenaires stratégiques, de la commune à la préfecture, en passant par la police républicaine. Toutes les compétences sont bien représentées. Aujourd'hui, quand vous prenez les axes routiers, vous prenez un bus, vous voyez les passagers et les marchandises dans le même véhicule. Des stacks de maïs, des stacks de charbon. Ça cause une insécurité totale. Il y a quelques mois, la direction départementale de la police républicaine a déclenché une opération contre les hors-pac. Nous sommes libres de mener nos activités, mais respectons également les lois de la République. Les mesures sécuritaires, c'est pour notre protection. Donc, je sais que dans une approche de complicité positive, nous allons beaucoup travailler pour essayer quand même de mettre à l'endroit ce qui est à l'envers. Que nos dirigeants soient nos porte-parole au niveau de la CEDEAO. Parce que cette fermeture, c'est bel et bien la CEDEAO. Ce n'est pas le Bénin. Le Bénin a souscrit au test de la CEDEAO et on ne peut que exécuter. Vivement que le chemin le plus droit pour aller au Niger, qu'est le corridor Cotonou-Malanville-Niamey, que ce corridor s'ouvre encore pour le bonheur de tout le monde. Bien qu'étant temporairement au chômage, les transporteurs réunis au sein du Centra INAB maintiennent le cap pour l'amélioration des conditions de transport sur le corridor. C'est une note de satisfaction pour Rabius Garba et ses camarades. L'ancien maire de Ouidah et opérateur économique Séverin Adjovi a bénéficié ce lundi 23 octobre d'une réduction de sa peine d'emprisonnement. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le condamne à 3 mois avec sursis et 2 millions de francs CFA d'amende dans le dossier l'opposant à l'État béninois et à la société Etisalat Bénin. Une actualité qui suscite moult réactions et commentaires au sein de la société. Interrogés sur l'actualité, quelques citoyens se sont prononcés, des propos recueillis par ESAE TV. Comment la CRIET avait jugé, ou bien quelle position avait-il ces juges avant d'émettre cette condamnation passée que la Cour a annulée? Parce que pour le même procès, la même personne a été condamnée à 7 ans de prison avec 300 millions d'amende. Et une fois annulée, la même personne vient d'être condamnée à 2 ans ou bien à 3 mois de prison. À 3 mois de prison, plus amende, combien d'amende? 2 millions d'amende. C'est quoi? Quelle alchimie, quelle magie ils ont fait ces juges-là pour réduire cette condamnation? Voilà quelqu'un qu'on a condamné à 7 ans de prison, qui n'est pas en prison actuellement, qui est quand même en exil. Et qu'on me dise que la Cour suprême a revu cette condamnation et qu'on lui donne aujourd'hui 3 mois et 2 millions et quelques d'amende. Moi, en tant que citoyen, ça m'embête. Ça m'embête dans le cas où je me dis il y a des cas pareils dans nos prisons au Bénin. Que voulons-nous? Nous sommes les mêmes qui clamons qu'aujourd'hui, la justice est vassalisée, la justice est à la solde, la justice est le prononcement de l'État ou du gouvernement. Mais dans le même temps où la justice arrive en matière de procédure, aller dans le sens du droit pour donner raison ou situer telle ou telle partie, nous sommes les mêmes encore à nous en plaindre. La justice de mon pays a dit le droit ou non, à eux de juger. Mais moi, citoyen lambda, je dis,
c'est bon aujourd'hui pour l'intéresser, qui devait faire normalement 3 mois, et que s'il était en prison, allait déjà faire 3 ans aujourd'hui, et qu'on viendra lui dire, voilà, tu devais faire 3 mois. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire suffisamment confiance à la justice. Et c'est le lieu aussi d'exhorter les juges et les cours et tribunaux de savoir que les décisions qu'ils donnent impactent non seulement la vie de celui qui est mis en cause, mais de toute la communauté nationale et internationale. Ceux-là qui suivent de près les décisions issues des cours et tribunaux, qui, à un moment donné, quand il y a rebondissement ou il y a rétrogradation, les justiciables se posent la question, est-ce que nous sommes dans le même état? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Moi, je ne peux que féliciter la justice en ses démembrements et composantes pour la difficile tâche qu'elles accomplissent au quotidien. Et exhorter aussi les justiciables à toujours croire en la justice et toujours exercer toutes les voies de recours possibles en matière de jugement. Jusqu'en dernier ressort, jusqu'à satisfaction, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire suffisamment confiance à la justice. Je remercie aussi le pouvoir exécutif à travers ces bonnes idées. À travers ces bonnes idées. Donc je le remercie beaucoup pour que notre papa puisse revenir dans le pays au sain et sauf, pour qu'on travaille la main dans la main pour que la paix règne dans le pays. Un atelier de restitution des résultats de l'étude de faisabilité pour le développement de l'assurance agricole au Bénin. Les travaux ont démarré ce jeudi à Cotonou, une initiative du Fonds national de développement agricole FNDA qui vise à accompagner les acteurs du secteur agricole pour une meilleure productivité. Des précisions dans cet élément signé l'ORTB. Sécuriser les investissements autour du secteur agricole. Cela passe par une assurance qui encadre le développement et la protection du secteur. C'est bien l'objectif de cet atelier initié par le Fonds national de développement agricole, FNDA. Après la mère expérience de l'assurance mutuelle agricole du Bénin, il faut changer la donne pour de meilleurs résultats. Cet atelier de présentation des résultats de l'étude de faisabilité est une opportunité pour asseoir les bases de la relance du développement de l'assurance agricole au Bénin. J'encourage donc les partenaires ici présents à soutenir cette marche qui doit contribuer significativement au développement réel du financement agricole au Bénin et donc de l'agriculture béninoise. Depuis 2018, la Suisse accompagne le FNDA, partenaire de notre programme d'appui au Fonds national de développement du secteur agricole, le programme AFAN, pour faciliter l'accès au financement des acteurs du secteur agricole. La coopération suisse s'est intéressée à se positionner sur ce sujet, à accompagner le gouvernement béninois. Le mécanisme de financement promu par le ministère est une réalité à travers la mise en place du FNDA, qui est opérationnel dans sa forme restructurée. Grâce non seulement aux partenaires techniques et financiers, dont certains sont ici présents, mais aussi grâce à l'État qui accorde une attention particulière à cet outil pour lequel il a été décidé en 2021 d'une ligne d'abondement de 100 milliards de francs CFA pour appuyer le financement des projets agricoles. Les bases d'une assurance de développement agricole sont ainsi jetées au Bénin. Dans le domaine de l'éducation au lycée militaire des jeunes filles générales Mathieu Kérékou, on ne parle pas de pourcentage de réussite aux examens, mais plutôt de mention d'excellence. Une équipe de la télévision nationale a essayé de percer le secret de cette réussite un lundi matin avant 5 heures. Voici le récit. La douce lumière de la lune inonde encore la chaîne montagneuse de la Takora. En contrebas, Nati Tengu, plongé dans la fraîcheur mouillée de l'aube, dort toujours, bercé par la douce musique de la brise qui descend des hauteurs.
Il est 5 heures. Des lumières apparaissent dans les dortoirs. Le lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengou s'éveille. Un établissement d'enseignement secondaire, mais avant tout un établissement militaire, format corps, qui relève donc du ministère de la Défense, mais placé sous l'autorité du chef d'état-major général. C'est une école qui reçoit les meilleurs enfants, notamment les filles, qui sortent parmi les 3 premiers de leur département à l'issue de tout un processus. Les enfants de troupe sont sur pied. Toilettes, cirage de chaussures, petit déjeuner, direction la place d'armes. Aujourd'hui, c'est lundi. Cérémonie des couleurs obligatoire. Celles qui traînent les pas sont punies. Une position inconfortable qui peut vous faire rendre le contenu de votre estomac. C'est le lieutenant Omoyele qui est aux commandes. Le commandant école prend le commandement. Pour le lycée, Ivo, la garde, présentez, homme. Et passe la troupe en revue. Actualité sanitaire oblige, la prévention de la maladie à Covid-19 est à l'ordre du jour. Le respect strict des mesures barrières pour la prévention contre la Covid-19. Dans ce domaine, celui de la santé, les enfants de troupe, puisqu'elles sont dans un régime d'internat, sont pris en charge sur place. Les enfants qui ont des petits problèmes de santé passent en consultation, on les prend en charge, puis on les met sous traitement. Puisque nous sommes dans un hôpital de niveau 1, lorsque nous avons des cas qui dépassent les compétences, nous les référons à l'hôpital des armées qui est à Parakou, ou soit à Cotonou en fonction de la disponibilité du médecin. Pour la restauration aussi, pas de souci à se faire. L'alimentation des enfants de troupe est vraiment équilibrée. Nous avons l'année dernière sollicité la DANA pour leur permettre d'équilibrer l'alimentation des enfants de troupe, les calories et autres que ça doit comporter. La DANA est venue et s'est entretenue avec les 2 prestataires afin de leur permettre de donner une bonne alimentation aux enfants. Le menu, c'est nous qui le proposons et les services traiteurs essaient de bien préparer quand même. On ne se plaint pas parce que être enfant de troupe, c'est vraiment se débrouiller avec ce qu'on a. Et ce qu'on nous sert, vraiment, ça nous suffit. Mais le jour où la pâte de maïs est au menu, elles n'aiment pas vraiment la pâte. Et dans ces conditions, elles préfèrent aller au foyer et trouver quelque chose à grignoter. C'est pas tout le monde qui aime la pâte, évidemment. Mais si tu n'aimes pas la pâte, tu vas délayer. Oui, tu prends ton garillot dans toi tout simplement. Malgré la rigueur dans le lycée, les enfants de troupe s'y plaisent bien. C'est relax, c'est une affaire de rythme. Il faut acquérir un rythme. Donc, quand on court 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça devient une habitude. Et donc, courir, c'est plus difficile pour nous. Et en plus, ça nous permet d'avoir une bonne forme, de rester toujours en bonne santé. Le lycée m'a formé psychologiquement face au monde extérieur. Il m'a permis d'avoir un système de travail soutenu. Il m'a permis de bien m'organiser. Et il m'a également permis d'avoir des aptitudes qui me seront utiles dans la vie. J'aime bien le lycée et je crois que je ne vais jamais regretter mon passage au lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou. Parce que dans cette école, on apprend à grandir, de savoir se défendre et de faire face à ses responsabilités. Elle se donne même à des activités ludiques. On organise des journées culturelles, on fait des misses inter-écoles, des interprétations des sketchs, des chorégraphies. Par exemple, cette année, pendant les journées culturelles, on a eu à faire Miss Intercollège et la Miss venait du lycée militaire. On s'entraide entre nous, on cultive la solidarité. Je me suis fait beaucoup d'amis. Pour l'enfant de troupe Nana d'origine burkinabé, le lycée militaire, c'est aussi l'interculturalité. La majorité de ces enfants de troupe rêvent de faire carrière dans les armées, dans leurs pays respectifs. Combien d'heures de cours font les aspirants au métier d'enseignant par semaine? Cette question fait polémique concernant la masse horaire trop importante attribuée aux AME, 28 heures, voire 30 parfois en irrespect d'un certain arrêté portant charge horaire hebdomadaire des professeurs.
Qu'en est-il réellement? À cette question, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a apporté des clarifications des propos recueillis par le RTB. Je voudrais rassurer nos enseignants en général et les AME en particulier. Nous ne pouvons rien réussir sans les enseignants et surtout sans les AME qui sont les plus nombreux. Alors, leur ras-le-bol, je comprends, mais ce n'est pas fondé sur un texte officiel. Je ne sais pas s'il y a un arrêté ou une note de service qui dit ce que j'entends là. Nous avons fonctionné, en tout cas depuis 2 ans, 3 ans avec eux, et je crois qu'ils ont pu observer d'eux-mêmes que leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Aucun AME n'a 30 heures. On parle de 28 heures, mais je ne crois pas qu'il y ait un test qui en parle. Aucun AME ne fait plusieurs établissements pour pouvoir couvrir donc, la totalité des heures. Le gouvernement lui-même, sans que les AME ne le demandent, a amélioré donc, les conditions de vie en passant de 9 mois de salaire sur 11. Le gouvernement a décidé de son propre chef de reverser les AME qui totalisent un minimum de 3 ans d'ancienneté dans la fonction publique. Je crois que c'est la preuve que les choses avancent et s'améliorent. Je voudrais que cette polémique s'arrête et que nous nous mettions tous au travail. Les rideaux sont tombés sur les journées portes ouvertes organisées sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Plusieurs activités ont enrichi l'événement qui a duré 2 jours. Au terme de ces journées, une équipe de la rédaction de Eden Télévision a recueilli les impressions de quelques participants. Suivez plutôt. Ce sont des journées que j'ai beaucoup appréciées. D'abord, quand on parle du titre, les ports d'aujourd'hui et du futur. Moi, en tant que chercheur universitaire, ce qui m'a le plus intéressé, c'est les thématiques développées. Les leviers de la performance portuaire, et l'approche genre dans le domaine portuaire. Et il y a la digitalisation des parties prenantes. Et en plus de ça, on a montré que le port a fait des innovations. Je remercie le gouvernement et tous les partenaires associés à ce projet parce que c'est pour la première fois que nous voyons quand même une cérémonie dédiée au port. Grâce à cette cérémonie, nous avons eu des panels où on a discuté avec des professionnels du métier et des commerçants qui sont associés au port. Et ça nous a permis de beaucoup mieux comprendre le domaine maritime. Et ça a permis à beaucoup d'étudiants ou bien de nouveaux bacheliers aussi de savoir dans quel métier vraiment s'orienter. Parce que les professionnels du métier ont abordé des métiers méconnus du grand public mais qui sont très importants. Et avec l'évolution de la technologie, des métiers qui seront encore là dans 100 ans. Je pense que cette journée, vraiment, elle est époustouflante. Plus grâce à cette journée, j'ai découvert beaucoup de choses, les différents projets du port autonome de Cotonou et d'autres choses également. Je suis beaucoup sidérée, il faut le dire. J'ai visité beaucoup de stands, j'ai visité également le port et je n'ai pas de mots pour exprimer parce qu'il faut dire que c'est ma première fois d'y entrer. On nous a montré quand même les quais disponibles, l'espace qui est en train d'être aménagé pour faire plus agrandir notre port afin de recevoir plus de bateaux. Néanmoins, je suis très contente. C'est une journée qui, si elle n'existait pas, il fallait en créer. Vous voyez, c'est une journée à travers laquelle la population béninoise a découvert beaucoup plus ce que fait le port autonome de Cotonou, les différents corps de métier qui existent au sein du port. Parce que pour le citoyen lambda, quand on parle du port, tout le monde pense aux gros bateaux et tout ça s'arrête là. Il y a des métiers à l'intérieur du port autonome de Cotonou que c'est des dames qui exercent ce genre de métiers, ce qui n'est pas connu du grand public. Nous avons connu une dame qui pilote donc un bateau de 150 mètres qui peut donc l'accoster au port de Cotonou et c'est une béninoise. Elle est la première femme qui a le fait. On a eu l'occasion donc de découvrir des dames qui conduisent les grues. Vous voyez les grues géantes, ce que nous retrouvons à travers donc les clôtures du port autonome de Cotonou. Il y avait certaines
certaines personnes qui avaient déjà connaissance des entreprises et tout, d'autres non. Donc c'était un moment de découverte pour eux. Je pense que c'est une très belle initiative. Comment en finir avec les pénuries de gaz? Une préoccupation au cœur d'une rencontre à Cotonou. Une mobilisation d'acteurs de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest venus du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Bénin ont examiné une étude sur les opérations du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. En pointe l'objectif de sécuriser les fournitures de gaz au Bénin et au Togo. Des précisions dans cet élément que vous suivez. La pénurie de gaz cause des souffrances aux populations du Bénin et du Togo. Mais derrière ces souffrances, les autorités en charge de l'énergie travaillent. Actuellement, nous sommes alimentés par le Nigeria, qui est l'unique source. Et la deuxième source qui pointe à l'horizon, c'est la source qui peut venir du Ghana aussi pour sécuriser. En dehors de ces deux sources, nous sommes en devoir, dans la mesure où nous avons la gestion du secteur, de réfléchir sur d'autres sources qui nous permettent de garantir la fourniture de gaz de deux pays. Au cas où il y a un problème au niveau soit du Nigeria, ou bien soit du Ghana. Elles se battent pour satisfaire les populations. Au travers de cet atelier régional, ces spécialistes de l'énergie sont amenés à amender le rapport final de l'étude sur les opérations du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans cette optique de faire l'état des lieux et de procéder à des projections quant à la disponibilité, la sécurité et la continuité de la fourniture en gaz aux fins de produire de l'électricité électrique au Bénin et au Togo que le ministère en charge de l'énergie du Bénin a initié à travers le projet d'amélioration des services énergétiques PASE financé par la Banque mondiale, l'étude sur les opérations du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en vue de la sécurisation de la fourniture du gaz au Bénin et au Togo. À terme, il s'agira de sécuriser la fourniture du gaz à travers l'élaboration de bonnes stratégies pour les deux pays. Les députés vont-ils pouvoir intégrer à bonne date le nouveau siège du Parlement? Lancé en 2021, le chantier est prévu pour une durée de 30 mois. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, exhorte au respect du délai contractuel du bâtiment qui reste un défi pour la 9e législature. C'était au cours d'une descente sur le chantier pour faire le constat de l'évolution des travaux. Suivez plutôt. J'avoue que entre ma première visite où on était encore au sous-sol et aujourd'hui, j'ai pu dire que j'ai été agréablement surpris de l'évolution des travaux. C'est un défi majeur pour que la 9e intègre et pendant que le chef de l'État aussi est aux affaires. Disons que, quoi qu'il en coûte, même s'il y a des travaux, il faut se concentrer nécessairement sur l'hémicycle. Et que, quels que soient les retards, la session d'octobre 2025 doit pouvoir s'ouvrir là. Il faut intégrer cette dimension-là dans vos calculs de manière à ce que, quoi qu'il en soit, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous empêche d'intégrer ce bâtiment en octobre 2025. Que l'hémicycle soit fonctionnel avec les matériels acoustiques et tout ce qu'il faut, avec la télé et tout ce qu'il faut, la régie, tout ce qu'il faut qu'on puisse intégrer ça. Sinon, ce serait une honte nationale. Je souhaite que les travaux puissent continuer comme je l'ai constaté maintenant, de jour comme de nuit, que la dynamique continue et que cela puisse se faire dans les règles de l'art et puis avec les mesures environnementales et les mesures de sécurité, que tout cela intégré au projet continue afin que nous soyons véritablement là et quels que soient les tsunamis, que nous ne soyons pas inquiétés d'être dans un bâtiment où nous sommes vraiment en sécurité. À l'instar de leurs homologues du monde entier, les postiers béninois célèbrent ce mois d'octobre la journée mondiale de la Poste 2023 sur le thème « Unis pour la confiance ». Collaborer pour un avenir sûr et connecté. À cette occasion, la Direction générale de la Poste du Bénin a présenté ses performances depuis 2020 avec à la clé un prix international décroché en avril dernier. C'était au cours d'un point de presse ce jeudi 26 octobre à l'agence Tripostale de Cotonou.
Des précisions dans cet élément réalisé par ESAE TV. Vous êtes nombreux à vous demander quelle est encore l'utilité des services postaux dans un environnement de plus en plus digital. Eh bien, au Bénin, comme dans d'autres pays du monde entier, les postiers continuent à fournir des prestations. Comme preuve, la Poste du Bénin a remporté cette année un prix international lors des Customer Care Awards de l'Union Postale Universelle UPU grâce à son service de courrier accéléré national et international EMS. Comme vous le savez, la concurrence mondiale dans le secteur de la livraison rapide est féroce et de nombreuses entreprises cherchent à améliorer leur qualité de service pour satisfaire les besoins en constante évolution de leur clientèle. C'est dans ce contexte que la Poste du Bénin a reçu cette prestigieuse distinction de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l'année 2022 grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collecte et à la livraison express des courriers, colis, paquets et marchandises diverses à travers le monde. Ce couronnement mondial est le fruit de la résilience dont fait montre Judith Glidia-Chiakpe depuis son arrivée à la direction générale en 2020. Avec un réseau passé de 88 en 2019 à 125 bureaux de poste aujourd'hui, la Poste du Bénin s'est transformée pour satisfaire les nouveaux besoins de la clientèle. La transition numérique de la Caisse nationale d'épargne est devenue une réalité palpable, conférant ainsi une accessibilité et une sécurité inégalées à nos clients. Ainsi, nous avons réussi la dématérialisation complète des comptes d'épargne. Cette révolution réduit non seulement nos coûts opérationnels, mais également aide à faciliter l'accès de nos populations aux services financiers de base dans une démarche de bancarisation progressive et donc d'inclusion financière. Nous avons réussi à interconnecter l'intégralité de nos bureaux de poste. Cette initiative a amplifié notre efficacité opérationnelle et a permis un accès plus fluide aux services postaux dans les contrées les plus reculées de notre cher pays, le Bénin. En outre, les postiers ont diversifié leurs produits et prestations. Nous avons diversifié notre offre commerciale, notamment en mettant sur le marché des fournitures scolaires qui répondent à toutes les bourses de nos concitoyens. Également, dans un contexte marqué par des actes de délinquance perpétrés par des tontiniers informels, nous avons professionnalisé l'épargne alimentaire dite à Dogbé, avec aujourd'hui plus de 10 000 épargnants enrôlés et dont l'épargne est désormais sécurisée et fructifiée. Le centre de courrier hybride de la Poste du Bénin est un important vivier au service des grands facturiers et a été transformé en une véritable imprimerie, améliorant ainsi notre capacité de traitement et de gestion des documents. En 3 ans de gestion, la directrice générale Glidia-Chiakpe a réussi à redresser les finances de l'entreprise. Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d'établir des bases solides pour le développement futur. Ainsi, depuis 3 ans, la Poste du Bénin a mis fin à un cycle vicieux de contre-performance financière qui la secouait depuis sa création en 2005. Nos efforts soutenus ont payé et le résultat de l'entreprise est désormais positif. À l'image du maître du cœur, Judith Glidia-Chiakpe matérialise la vision prônée par le chef d'orchestre, le président de la République, Patrice Talon, grâce à l'accompagnement permanent du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Romiade Wadaï. Juste après la déclaration de presse, la Poste du Bénin a procédé à la remise de prix aux lauréats du concours épistolaire 2023 et aux gagnants du jeu Tombola lors d'une cérémonie solennelle, toujours à Tripostale de Cotonou. ESAE TV pour le compte rendu. Une Tombola organisée sous l'œil vigilant de Maître Yvonne dessous la Gonobaquet, huissier de... Une moto, un réfrigérateur, une cuisinière, des ordinateurs,
des téléviseurs et d'autres prix. La Poste du Bénin fait une fois encore des heureux comme à l'accoutumée à chaque célébration de la Journée mondiale de la Poste. D'abord, la direction générale prime les 10 premiers du concours épistolaire. Au plan mondial, l'Union postale universelle organise le concours de composition épistolaire pour permettre à nos jeunes enfants d'éprouver un peu leur niveau de langue et pour nous permettre également d'être sûr que la tradition postale va être perpétuée dans le temps. Merci et félicitations à nos lauréats du concours épistolaire. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse et je vous prie de féliciter avec moi nos jeunes filles du lycée du Britannique militaire qui sont venues de très loin. On a 6 qui cette année ont gagné, font partie des gagnants du concours épistolaire. Abdul Aziz Judikael Abou est le gagnant du premier prix cette année. Il se réjouit. Je suis fier de moi-même et des efforts que j'ai donnés pour avoir ce prix. Je remercie également ma famille, mon école et mes professeurs qui m'ont permis de participer à ce concours et de recevoir un tel prix. Aux côtés des lauréats du concours épistolaire, les gagnants du jeu Tombola ont reçu également leur lot. La première vient de l'agence commerciale de Natitengu. Un sincère merci aux agents de la Poste et particulièrement à la directrice pour son mot d'accueil et pour tout ce qu'elle faisait pour moi depuis que la liste des gagnantes est sortie. Infiniment merci et que Dieu accompagne pour le bonheur de tout un chacun de nous. La directrice générale de la Poste félicite les récipiendaires et rassure tous les clients de l'amélioration constante des services postaux. Nos clients sont très nombreux, donc je voudrais profiter des gagnants de la tombola de la Caisse nationale d'épargne pour dire encore merci à tous nos clients, tous les clients de la Poste du Bénin qui nous font confiance et leur dire que nous nous employons à faire mieux. Et ce que nous souhaitons, c'est que par la grâce de Dieu, vous soyez en parfaite santé à tout point de vue, que vos activités prospèrent davantage pour que vous puissiez utiliser encore davantage les services de la Poste du Bénin. Rendez-vous en 2024 pour la récompense d'autres clients fidèles de la Poste du Bénin SA. La communauté d'agglomération Seine-Or a offert 20 motopompes aux maraîchers de Littoral dans le cadre de son partenariat avec la mairie de Cotonou. C'était ce mardi 24 octobre dans le jardin de l'ONEPI. Reportage à ESAE TV. Une vingtaine de motopompes pour les maraîchers du littoral. C'est ce qu'a fait la communauté d'agglomération Seine-Caz dans le cadre de son partenariat avec la mairie de Cotonou. Cette action caritative, qui n'est pas à sa première, a pour but de soulager les maraîchers. Quand on connaît la difficulté du travail de maraîcher, qui est particulièrement dur, donc par rapport à ça, j'admire votre abnégation au travail. Et quand on voit qu'en plus de ça, vous avez besoin de porter les arrosoirs ou les seaux sur des centaines et des centaines de mètres toute la journée, j'espère que les pompes qui sont là permettront de faciliter votre travail et d'apporter du confort et de vous concentrer sur la production pour pouvoir derrière tirer des revenus convenables de votre travail. Donc tout notre objectif, il est là et j'espère que ça permettra de remplir les besoins que vous avez aujourd'hui. Après toutes ces années, je m'aperçois que bien sûr on vient vous aider avec des financements, mais vous nous aidez beaucoup aussi par la chaleur de votre accueil et on a beaucoup de choses on doit s'inspirer de ce que vous faites ici sur les circuits courts, sur l'approvisionnement local. On est en train de redécouvrir ça en Europe finalement et donc je crois que c'est vraiment un échange gagnant-gagnant que cette coopération décentralisée entre nos deux pays et pour tout cela je vous remercie. Bien qu'étant le fruit de la coopération décentralisée entre la ville de Cotonou et celle de la Caz, ce dont témoigne du dynamisme et des bonnes relations du maire Luc Setondi Atropo. On était avec Luc Atropo à Boïcon. On l'a accompagné dans plusieurs domaines pendant 10 ans.
il est venu ici et comme on sait que c'est un homme qui aime les autres, qui a le cœur dans la main et qui veut que son prochain avance. Et je crois que nous aussi, on partage cet avis. Et c'est pour ça qu'on est ici, qu'on l'accompagne. Et que dans tous les domaines qui peuvent être possibles à nous, on accompagnera Lucas Tropo. Et de par là, on vous accompagnera. Pour les bénéficiaires, ces matériaux vont permettre de réduire leurs difficultés et d'agrandir leur productivité. Je ne peux que dire merci à Lucas Tropo. Par ma voix, tous les producteurs du Cotonou disent merci par ma voix. Et nous lui promettons de garder ces machines en bon état. Je suis très heureux de cette initiative qui a commencé dans la commune de Littoral depuis l'an dernier. Donc, la cérémonie a eu lieu l'an dernier sur le site maraîcher de Goyoko, mais cette fois-ci, c'était le tour du site de l'ONEPI. Donc, c'est une très bonne initiative d'ailleurs, puisque ça aide la plupart de nous maraîchers du littoral à amoindrir le coût de l'irrigation et accroître la production dans la sous-région, précisément dans la commune du littoral. Par son partenariat avec la mairie de Cotonou, la communauté d'agglomération Seigneur-CAS entend participer davantage au développement du Bénin. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.